Bonjour Cédric Villani. Enchanté. Merci beaucoup d'être avec nous. Oh, quelle belle araignée. Elle vous fait peur? Eh bien, en fait, je suis arachnophobe. Ça tombe très mal, mais je vais m'approcher quand même, il n'y a pas de souci. Installez-vous. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir. D'avoir fait le trajet jusqu'à Lyon pour venir à la rencontre de ces jeunes. Aussi, vous n'êtes pas si vieux que ça, hein, il faut le dire. Vous faites encore partie des jeunes, sinon moi aussi je suis déjà en décalage. Lauréat de la médaille Field, on vous voit à la télé dans tous les médias en ce moment, grâce à cette médaille Field 2010. Expliquez-nous, expliquez-leur un petit peu, qu'est-ce que c'est que la médaille Field et qu'est-ce que ça représente pour vous? Médaille Fields. En mathématiques, comme dans les autres sciences, comme dans beaucoup d'autres sciences, il y a une récompense qui est internationalement reconnue et qui permet de mettre certains chercheurs en valeur, aussi bien leur recherche que leur parcours. Et en mathématiques, c'est pas le prix Nobel, ça s'appelle la médaille Fields. Médaille qui a été créée pour être décernée tous les 4 ans au Congrès international des mathématiciens. Communauté mathématique, tous les 4 ans, se réunit au sens où il y a un grand congrès qui réunit des milliers et des milliers de mathématiciens de tous les champs des mathématiques et de tous les pays. Et c'est là qu'on décerne les médailles. Il y en a 2, 3 ou 4 selon les années, attribuées à des chercheurs de moins de 40 ans dont les travaux sont jugés les plus importants ou les plus prometteurs. C'est à la fois une récompense et un encouragement à poursuivre. Donc ce qui veut dire que vous venez d'être entre guillemets décerné meilleur mathématicien au monde, ou plus encourageant en tout cas, grâce à cette médaille, pour résumer, pendant 4 ans. Oui, c'est bien ça. C'est pas comme les Miss, hein, il y en a tous les ans. Ici, on a quelques références, c'est pour ça. Voilà. Donc tous les 4 ans, il y en a un nouveau. Donc dans 4 ans, il y aura un nouveau lot de mathématiciens. On était 4 cette année, hein, 2 Français, un Israélien, un Russe. Très bien. Et puis dans 4 ans, il y aura une nouvelle fournée. Expliquez-nous un petit peu, Cédric Villani, qu'est-ce que c'est que les mathématiques? Vous êtes aussi professeur à l'université Lyon 1. Alors, je suis à la fois professeur à l'université de Lyon 1, Claude Bernard, oui, et puis directeur de l'Institut Henri Poincaré, qui est basé à Paris. Oui. L'Institut Henri Poincaré est un institut qui s'occupe d'accueil de chercheurs invités qui viennent du monde entier. C'est un institut un peu spécial parce qu'il n'y a pas de chercheurs qui travaillent en permanence, sauf le directeur et son directeur adjoint. Tous les autres sont des chercheurs invités. Ils viennent pour des périodes de 3 mois selon un thème qui est donné. Ils viennent pour des conférences, ils viennent pour des petits séjours d'une semaine ou d'un mois. Selon vous... je vois que tout le monde regarde là, oui. Voilà, c'est l'article du Parisien. Oui, le CNRS a compilé mon dossier de presse, il y en avait 180 pages avec tout ce qu'on peut imaginer. Je reviens ce matin, j'étais à Oberwolfach, au cœur de la forêt noire, pour un tournage de films mathématiques. Il y a une équipe de films française qui est en train de faire un documentaire sur les mathématiques. Ils vont un peu partout dans le monde. Ils étaient présents à Hyderabad en Inde quand les médailles ont été décernées. Ils sont allés à Princeton, l'un des lieux les plus célèbres des mathématiques dans le monde. C'est pas très loin de New York. Et là, ils étaient dans la forêt noire. Au cœur de la forêt noire, dans un endroit où il n'y a rien, un petit village juste, il y a un institut de mathématiques mondialement renommé. Où pareil, comme à l'Institut Poincaré, ça se contente d'accueillir des visiteurs. Chaque semaine, il y a un lot de 50 chercheurs invités qui arrivent. Et la semaine d'après, c'est un nouveau lot. Et tout le monde se retrouve comme ça. La communauté mathématique est une communauté qui a besoin sans arrêt de se retrouver pour échanger des idées, pour discuter, parler les uns les autres de ce qu'ils font. Comment vous expliquez, Cédric Villani, que cette année, c'est vous qui avez eu cette médaille? Pourquoi pas? Vous auriez voulu avoir le titre à ma place? Alors, c'est pas mon bac C qui m'aurait suffi, c'est ce que je leur disais un petit peu avant que vous arriviez. Mon bac C va pas me servir à grand chose. Alors, sur quoi vous avez été jugé? Sur quoi j'ai été jugé, oui. Ou récompensé? Les travaux qui ont été mis en avant sont des travaux, dans mes travaux, ont lieu à la physique des gaz et des plasmas. Théorie cinétique, comme on dit, s'intéresse à décrire le comportement, l'évolution des gaz, comme l'atmosphère qui nous entoure, ou ça peut être, je donnerai d'autres exemples plus tard, l'évolution des gaz, non pas en s'intéressant à tous les atomes qui constituent ce gaz, mais en s'intéressant à une description statistique, un peu comme un sondage. Quand vous considérez une élection avec des millions de votants, vous ne voulez pas savoir qui vote pour qui vote pour le candidat A et qui vote pour le candidat B. Vous voulez savoir quel est le pourcentage, s'il y en a 53% ou 46% qui voteront pour le candidat A ou pour le candidat B.
Eh ben, c'est pareil en théorie statistique, en théorie cinétique des gaz. On veut savoir quel est le pourcentage de molécules qui vont à telle vitesse, quel est le pourcentage qui vont à telle autre vitesse, et ainsi de suite. Et on s'intéresse à l'évolution qualitative de ce profil de distribution. En particulier, un résultat célèbre sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui remonte à Boltzmann, c'est la question de l'augmentation de l'entropie, augmentation du désordre, comme on dit. Au fur et à mesure que le temps passe, les collisions entre particules font qu'on perd de l'information, si vous voulez. Et on s'achemine vers un état qui est de plus en plus probable, uniforme, manquant d'information. Ça c'est lié donc à la théorie de l'information qui, en une certaine mesure, dans laquelle on baigne parce que c'est à la base de tous les échanges d'informations qu'on voit entre ordinateurs, téléphones portables et tout ce que vous voulez. Et on la retrouve au niveau de la physique dans ces problèmes de physique des gaz. Donc l'entropie et puis l'évolution des gaz. Ça peut être aussi les étoiles. Quand vous vous intéressez à l'évolution d'une galaxie, une galaxie, ça contient quelque chose comme 100 ou 1000 milliards d'étoiles. C'est un peu comme un atome, une étoile, à l'échelle de la galaxie, comme un atome à notre échelle. Alors c'est pareil, pour décrire l'évolution d'une galaxie, on ne va pas s'intéresser à récupérer toutes les positions et vitesses de toutes les étoiles qui constituent cette galaxie. On s'intéresse à une description statistique. Et les mêmes équations de Boltzmann, comme j'ai donné, ou une autre équation qui s'appelle l'équation de Vlasov, qui servent en théorie cinétique des gaz, servent aussi à décrire le cosmos et les étoiles. Très intéressant, hein. On a envie, et ces jeunes qui sont ici aujourd'hui au Mondial des métiers, qui cherchent un petit peu leur voie, qui cherchent quelle formation suivre, quel métier même faire. Ouais, alors on a envie de savoir par où vous êtes passé. D'abord, quand j'étais à votre place, j'avais pas en tête que j'allais devenir mathématicien. Ça m'aurait, bien sûr, j'aimais les maths et tout, mais ingénieur, je voyais bien. Et mathématicien, je savais même pas que ça existait vraiment comme métier. Quand j'étais petit, je voulais être paléontologue. Paléontologue ? Paléontologue, oui, c'est un beau métier où on cherche à reconstituer le passé. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Beaucoup d'imagination, en même temps de la rigueur, parce qu'il faut faire attention à la façon dont on interprète les petits signes. Et puis, beaucoup de ténacité, il en faut pour passer des années à traquer les fossiles et à les interpréter. C'est les mêmes qualités qui servent en mathématiques après tout. Beaucoup d'imagination, c'est ça qui fait la différence au total. Ceux qui ont la médaille Fields, c'est pas qu'ils sont plus forts en calcul que les autres, c'est parce qu'ils ont su imaginer ou aller un cran plus loin ou trouver le bon problème, imaginer la bonne question qu'il fallait poser, de l'imagination, de la ténacité et de la rigueur. C'est ça qui fait le bon mathématicien. Alors sinon, vous parliez de mon parcours, donc parcours tout à fait standard jusqu'au baccalauréat, filière scientifique. Puis j'ai fait des classes préparatoires. À Paris en l'occurrence, c'est pas pour autant, il faut pas croire que c'est uniquement à Paris qu'il y a de bonnes classes préparatoires, il y en a partout. Classe préparatoire donc suivie de l'école normale supérieure. L'école normale supérieure, c'est un endroit où beaucoup de jeunes passionnés par les mathématiques, par les sciences, par beaucoup d'autres domaines aussi, la littérature se retrouvent. La scolarité est de 4 ans. Toutes les médailles Fields françaises, sauf une, sont passées par cette école. Donc il y a une spécificité au niveau de mathématiques. Au niveau de mathématiques, l'école normale supérieure à Paris, c'est l'établissement qui a formé le plus de médailles Fields dans le monde entier. Vous trouverez d'équivalent nulle part ailleurs dans le monde. Mathématiques et grandes écoles, c'est quelque chose qui marche bien en France. Classes préparatoires aussi. Les classes préparatoires en mathématiques, ça fait une différence au niveau international. Si vous regardez les performances des Français au niveau du lycée, c'est pas ni meilleur ni pire qu'ailleurs. Mais après les classes préparatoires, là, il y a une vraie valeur ajoutée. Donc c'est un régime qui convient à beaucoup de monde. Pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont allergiques aux classes préparatoires, et j'en connais qui sont devenus des mathématiciens extraordinaires. Et il y en a d'autres, comme c'était mon cas, qui ça convient très bien. Donc, pendant 2 ans, classe préparatoire, j'ai travaillé, et j'étais très heureux. Quel est l'autre parcours à ce moment-là, pour ces jeunes qui ne souhaitent pas passer en classe préparatoire? Quelles sont les autres opportunités, options? À l'université, comme on fait les jeunes du monde entier pendant des siècles et des siècles. C'est la méthode standard pour acquérir la connaissance et pour devenir scientifique. Et encore aujourd'hui, en mathématiques, on considère que le professeur d'université, c'est le grade honorifique le plus élevé qui se puisse, c'est l'évolution naturelle. Moi, je suis professeur d'université, et quand vous êtes à l'université, vos professeurs, ce sont des chercheurs, pour beaucoup, qui ont une carrière internationalement reconnue. L'université, c'est un endroit qui bouge. C'est son grand avantage par rapport à beaucoup d'écoles.
Une université, c'est un lieu ouvert et en contact avec la recherche internationale. Bien sûr. Est-ce que vous avez des questions, puisqu'on va devoir laisser Cédric Villani se préparer pour l'émission télé. Alors attendez, j'arrive, j'ai le micro. C'est quoi vraiment mathématicien? C'est quoi réellement le métier de mathématicien? Alors, on pourrait répondre pendant longtemps. Un mathématicien, c'est quelqu'un qui travaille en mathématiques, qui apprend les mathématiques, qui enseigne les mathématiques ou qui crée des mathématiques. En l'occurrence, quand moi je dis mathématicien, c'est quelqu'un qui crée des mathématiques. Ça peut paraître étrange parce qu'on a l'impression que les mathématiques, c'est déjà tout connu, mais il faut se détromper. En mathématiques, par rapport à ce qu'on aimerait découvrir, on connaît presque rien. On connaît qu'une toute petite portion de tout ce qu'on aimerait savoir. Et il y a des tas de problèmes mathématiques, certains extrêmement simples qu'on ne sait pas résoudre. Avant de continuer, je vais mentionner qu'il y a quelques années, c'était quel magazine? Le Wall Street Journal, je crois. Le Wall Street Journal, très sérieux magazine, lu par des décideurs et des banquiers et tout ce qu'on veut, avait décidé de classer tous les métiers du monde. C'est un peu bizarre comme idée, mais enfin, pourquoi pas, hein, les Américains aiment beaucoup les classements. Et numéro 1 de tous les métiers, c'était pas princesse, c'était pas avocat, c'était mathématicien. Vous pouvez regarder, c'était en 2008 ou quelque chose comme ça. Et dans leur définition, ils ont oublié créer des mathématiques. Ils disent que c'est quelqu'un qui enseigne ou applique ou utilise des mathématiques en environnement professionnel. Et il y en a partout, que ce soit dans les banques, dans les industries, dans les départements de recherche opérationnelle, de recherche et développement. Partout, on a besoin, le monde entier a besoin de mathématiciens. Mais il y a aussi bien sûr ceux qui créent des mathématiques. Souvent, c'est intermédiaire. À la fois, on crée et on applique les mathématiques. Et donc, un mathématicien, il s'occupe de chercher des problèmes. Il passe sa journée à se creuser la tête et à discuter avec ses collègues comment résoudre tel ou tel problème. Un problème qu'on ne sait pas résoudre, c'est le problème de la transition de phase, l'eau qui bout. Le matin, vous faites chauffer votre thé dans votre théière et puis le liquide se transforme en vapeur. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne le sait. On étudie ça en physique et on apprend les relations, combien d'énergie il faut et tout ça. Mais la raison qui est derrière, c'est un problème mathématique et le problème est impossible à résoudre. Ce serait un peu compliqué de l'expliquer. Je vais vous en donner un autre peut-être que je donne à des enfants d'école primaire des fois pour leur montrer qu'il y a des problèmes mathématiques simples d'énoncer qu'on ne sait pas résoudre. Vous prenez un nombre, n'importe lequel. Quelqu'un me dit un nombre entier, pas trop grand. 18 ? Ouais. 18 est un nombre pair. Je vais le diviser par 2, j'obtiens 9. Je repars de 9. 9 est impair, je ne peux pas le diviser par 2. Je vais multiplier par 3 et j'ajoute 1. 9 fois 3, 27. J'ajoute 1, ça fait 28. 28, maintenant, il est pair, je divise par 2, j'obtiens 14. Puis 7. De 7, je passe à 21 plus 1, 22. 22 à 11. De 11, je passe à 34. 34, je divise par 2, 17. Peut-être je vais me tromper, hein, mais si vous me reprendrez. 17, je passe à 52. 52, je passe à 26, puis à 13. De 13, je passe à 40. De 40, je passe à 20, puis 10, puis 5. De 5, je passe à 16, puis 8, puis 4, puis 2, puis 1. De 1, je passe à 4, puis 2, puis 1, puis 4, 2, 1, 4, 2, 1. Alors, tout plein de monde a essayé, merci, tout plein de monde a essayé toutes les valeurs imaginables et quoi qu'on fasse, on essaye des milliards et des milliards de nombres, on trouve toujours à la fin 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Et personne ne sait l'expliquer. Ça, c'est un problème mathématique. Trouver une démonstration, un argument, tel que, si on vous le donne, on va vous convaincre que, quel que soit votre nombre au départ, vous finirez toujours par tomber sur cette satanée suite 4, 2, 1, 4, 2, 1. Ou alors trouver un contre-exemple. Ça s'appelle un problème ouvert. Et les mathématiciens, ils ont comme ça, dans leur tête, des dizaines de problèmes ouverts qu'ils essaient de résoudre. En temps, ils en résolvent un. 2 de ces problèmes ouverts, la résolution de 2 problèmes ouverts liés à la physique des gaz m'a valu la médaille Fields. Et puis il y en a d'autres. J'ai pas résolu que ces 2-là, mais il y en a un paquet d'autres qui étaient moins importants ou qui ont eu moins de retentissement. Est-ce que l'évolution des technologies, l'arrivée de nouvelles technologies, et Dieu sait qu'on est en plein dedans, crée de nouveaux problèmes mathématiques aussi? Bien sûr, tant et plus. L'informatique influence considérablement les mathématiques. Les progrès d'autres sciences aussi. Maintenant qu'on peut voir ce qui se passe, avoir une idée de la biologie à l'intérieur des êtres vivants, ouais. Ça donne plein de nouveaux problèmes mathématiques. Actuellement, l'informatique influence non seulement les problèmes, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les réseaux, les graphes, tout ce qui est lié à Internet et la diffusion des épidémies aussi, ou des choses comme ça. Mais aussi, ça influence même le goût. Mathématiques, comme dans tous les domaines qui relèvent de l'art de près ou de loin, il y a des modes, des goûts et la façon, ce qu'on appelle un argument, ce qu'on trouve élégant il y a 30 ans, c'est pas la même chose que ce qu'on trouve élégant maintenant.
Et l'informatique influence aussi le goût pour ça. On aime beaucoup les démonstrations mathématiques qui ont un petit côté algorithmique, constructif, qui part de choses concrètes. Donc les technologies influencent aussi le goût. Oui. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Bah justement, je me rapproche. Comment t'appelles-tu? Clément. Quel âge? 12 ans. Ok. Vous avez combien de QI? Oh là là, je sais pas, j'ai jamais fait. Et le QI, C'est vrai? Oh, j'ai jamais passé le QI. On s'en fout, exactement. Voilà. Une autre question? Moi, je m'appelle Mehdi, j'ai 15 ans. Là, on vous a vu faire une suite de calculs. Est-ce qu'on peut dire que vous avez un don ou c'est à force de travail? Alors, d'abord, le calcul, c'est surtout du travail. Et le calcul, c'est pas ça vraiment qui fait le bon mathématicien. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'étais sur le plateau de Canal+. Après, on passe au grand journal, et puis après, ils vous mettent dans une boîte où il faut répondre à des questions, et tout ça. Et puis, il y avait un calcul mental à faire, je l'ai fait et je me suis trompé d'un facteur 10. Et j'ai même pas fait exprès, autant dire que je suis pas si bon en calcul que ça. Là, j'ai fait gaffe quand j'ai fait le calcul tout à l'heure à pas me tromper, mais j'aurais aussi bien pu me tromper. Le calcul, c'est pas vraiment ça qui fait le bon mathématicien. Pour être bon en calcul, en gros, il suffit de travailler. Pour trouver des mathématiques et créer, il faut des choses en plus. Autre question? Moi, j'ai une question, Cédric Villani. Ouais. Est-ce que mathématicien, chercheur en mathématiques, c'est un métier de solitaire? C'est un métier, disons d'abord, c'est un métier d'indépendant. Par rapport aux autres disciplines scientifiques, c'est celle où vous êtes le plus indépendant, parce que vous pouvez travailler tout seul, et un mathématicien, il peut travailler dans son lit, dans son fauteuil, dans son train. Alors qu'un chercheur, souvent expérimental, il peut travailler guère que dans son labo, quoi. Et il dépend des résultats d'autres personnes. Mathématicien, c'est là qu'on est le plus libre. Souvent, on travaille seul aussi, parce que c'est là que les idées viennent bien quand on se concentre. En même temps, les mathématiciens sont certainement les plus sociaux de tous les scientifiques. C'est eux qui passent leur temps à aller dans des conférences et des colloques dans toutes les sciences. Et c'est pour ça que sans arrêt, on a des centres comme l'Institut Poincaré ou comme l'Institut dans la Forêt Noire dont je reviens, où les gens se rencontrent. Précisément parce qu'on a besoin de discuter entre nous, d'échanger. Pas forcément travailler, de collaborer sur le même problème, mais d'échanger et de trouver des idées ailleurs. Quels sont vos outils, au fait? Parce que dans certains métiers, comme vous le disiez, en laboratoire, on est obligé d'avoir tout un tas d'outils, des tubes à essai, des choses comme ça. Vos outils, vous, c'est quoi? Le stylo et le papier? Et puis et la tête. La cervelle. Et la cervelle. Bon, l'ordinateur, ça sert à communiquer, ça sert à écrire. Je me sers énormément d'ordinateur pour échanger des mails et puis pour écrire des articles et tout. Et puis, moi, j'utilise pas de gros calculs, mais des fois, j'ai besoin de résultats de gros calculs pour gagner de l'intuition. Là, je demande à certains collègues qui sont spécialisés dans le calcul. Les ordinateurs, c'est très utile quand même si indirectement, pour les mathématiques. Et puis, en revanche, ce qui est sûr, c'est que les ordinateurs, ils ont besoin de mathématiques. Sans mathématiques, votre ordinateur, il tourne pas. On est bien d'accord. Pas de questions pour l'instant. On va attendre justement. Ça y est, vous voici, Monsieur Jean-Jacques Kéran, le président de la région Rhône-Alpes, qui est avec nous. Vous pouvez l'accueillir. Merci beaucoup de nous rejoindre. C'était important pour vous d'accueillir Cédric Villani sur ce Mondial des métiers? Oui, parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas assez de jeunes ou d'étudiants qui se destinent vers les mathématiques. Donc ça montre qu'il y a des très belles carrières qui peuvent se faire, des carrières internationales. Et originaires de Rhône-Alpes. Et puis Rhône-Alpes. les mathématiques, c'est au carrefour de beaucoup de sciences, c'est la base. Donc on peut penser que... Moi je ne suis pas mathématicien, donc... Moi non plus, je vous rassure. Mais mon frère est mathématicien. Et donc on peut penser qu'il y aura beaucoup de vocations. C'est un parcours exceptionnel que celui de Cédric Villani absolument. là aujourd'hui. On le voit de partout. Maintenant dans les médias, on peut être fier en Rhône-Alpes de mettre au monde, mais aussi de permettre à ces jeunes d'arriver jusqu'au d'avoir à niveau, l'université, donc à Lyon 1 et à l'Institut Poincaré. Et j'ajoute que l'environnement lyonnais, donc c'est vraiment dans l'environnement lyonnais que je me suis vraiment perfectionné. Avant d'être à l'université de Lyon 1, j'ai passé 10 ans à l'école normale supérieure de Lyon, et c'était le meilleur environnement pour moi. Très bien. On n'est jamais mieux servi que chez soi.
finalement. Merci à tous les deux, merci beaucoup. On va laisser la place pour l'émission télé Formation, les clés de la réussite présentée par Sandrine Audrin qui a dû arriver. Les caméras vont se mettre en place. Merci beaucoup. Rendez-vous demain, samedi et dimanche pour de nouveaux débats dans cet espace Agora tous les jours entre 10